Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur quel raccord pour quelle application. J'espère que ça va bien. Ça va être moi et Solange Giet de l'équipe marketing chez GrowSoja Québec qui va agir en tant que modérateur aujourd'hui. Puis ça va être mon collègue Jean-Vincent, représentant aux ventes chez GrowSoja Québec aussi, qui va agir à titre d'animateur. Puis finalement, à la fin de la présentation, ça va être notre directeur technique, Jean-Michel Moll, qui va s'occuper de répondre à toutes vos questions. Donc, comme d'habitude, les micros vont être fermés. Donc, comme je viens de dire, les questions, ça va être à la fin. On va garder un bon 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Ensuite, la session va être enregistrée. Donc, si jamais vous voulez la réécouter dans le futur, nous, on va vous envoyer un courriel dans les prochains jours avec l'enregistrement. Puis, finalement, quand la présentation va se terminer, il va y avoir un onglet dans votre navigateur avec un questionnaire qui va s'être ouvert. Nous, on apprécie beaucoup quand vous y répondez. C'est une façon de s'évaluer puis de s'améliorer dans le futur. Donc, sur ce, bon webinaire, puis je vais passer la parole à Jean-Vincent. Merci beaucoup et bonne présentation. Merci, Maxime. Bonjour à vous tous. Quel raccord pour quelle application? C'est large. J'espère aujourd'hui que ce qu'on va voir ensemble va vous aider un peu à vous éclairer sur les types de raccords qu'on peut retrouver sur le marché, puis s'assurer qu'on fait toujours la bonne sélection du raccord par rapport à l'application. C'est plutôt là le problème. Alors, l'ordre du jour, c'est qu'il y a différents types de raccords disponibles, j'aurais dit. Les raccords à tube, les applications pour vide, la haute pression, le fileté, les étanchéités de surface et les suggestions de raccords par rapport aux applications, soit vacuum, soit haute pureté, soit application commune, pression de travail élevée et tout. Allons on va terminer aussi par les raccords de spécialité. Si on parle du raccord à compression, c'est un raccord qui est très versatile, qui existe en plusieurs matériaux, qui se fait sur différentes configurations, qui fait à peu près toutes les applications. Il est bon dans tout, on pourrait dire, mais pas extrêmement bon dans toutes les applications. Un raccord qui est solide, puis un gros avantage, c'est qu'on peut s'assurer que le serrage a été fait adéquatement. Un des désavantages, c'est qu'il n'y a pas un design fermé, une conception fermée pour ce raccord-là. Il y a plusieurs fabricants et les composantes ne sont pas interchangeables. Alors, on ne peut pas mélanger les pièces, il n'y a pas un standard universel, il n'y a pas une façon de fabriquer universelle. Chacun des fabricants est différent. Les disponibilités dans les matériaux, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a l'acier inoxydable 316, il y a le modèle, il y a le titanium, zirconium, finalement les alliages exotiques. Et même, il y a des nouveaux alliages qui s'ajoutent, entre autres dernièrement, il y a peut-être quelques années, le 2507, qui est un alliage très dur qui peut monter en pression, surtout utilisé sur les plateformes de forage. Allons-y un petit peu. Les raccords filetés. Bon, c'est ce qu'on appelle des raccords pour tuyauterie. Notre bon vieux NPT à nous en Amérique du Nord. On retrouve un raccord semblable en Europe, dans les pays asiatiques aussi. Le BSP, qui veut dire British Tender Pipe, qui est conique aussi, qui ressemble à notre NPT en Amérique du Nord, mais par contre qui est différent. Le DIN qui est allemand, il y a le JIS qui est japonais, et tout ça est regroupé sur la norme ISO. C'est des raccords pour tuyauterie à filet conique. C'est un standard international. À peu près n'importe qui peut fabriquer des raccords coniques du type NPT ou BSP. Chacun va le faire avec ses propres tolérances, va travailler avec ses propres matériaux, ses standards de matériaux, etc. Alors, c'est merveilleux parce qu'on peut interchanger tout ça, mais ce n'est pas tout le monde qui a le même soin dans la fabrication de ces raccords. Le désavantage, on pourrait dire, c'est l'étanchéité avec ce type de raccord-là. C'est parfait pour l'eau, pour des pressions de 100 livres, où il n'y a pas trop de vibrations, où il n'y a pas trop de variations de température, où il n'y a pas trop de coups de bélier. Mais par contre, on risque d'avoir justement sur ces applications-là un petit peu de difficulté. Un autre aspect, c'est le positionnement. Lorsqu'on sert un raccord à tuyauterie, on arrive dans une direction. Parfois, on a trop serré ou passé, on est obligé de revenir. Alors, c'est plus difficile à s'ajuster pour avoir l'étanchéité idéale puis la bonne direction dans le raccord. Un aspect qu'on rencontre souvent avec les raccords coniques, c'est que l'étanchéité se fait avec les filets, mais il faut remplir les cavités avec soit un scellant
ou une pâte de téflon, un ruban de téflon ou une pâte de téflon qu'on appelle aussi un scellant, qui va agir en même temps comme lubrifiant. Si on ne fait pas cette étape-là, pardon, si on travaille avec de l'acier inoxydable, puis on a oublié de mettre les lubrifiants, l'étanchéité, on risque de faire du galling, ce qu'on appelle aussi gripper, ou dans le métier, on va dire souvent, ça colle, c'est resté pris ensemble. C'est que les métaux sont tellement secs, sans lubrifiant, en serrant, le métal va se souder de lui-même. Bien souvent, on n'aura pas d'étanchéité, ça va être impossible de défaire les raccords. Et le pire, c'est que si on prend un connecteur mâle puis on le visse dans une connexion femelle NPT d'un instrument dispendieux, ben, on vient de scraper, on vient de perdre l'instrument en question. Alors ça, c'est un des gros désavantages là, du raccord conique. Les raccords filetés droits, on est toujours dans la tuyauterie, sauf que cette fois-ci, c'est un filet droit, c'est un filet parallèle. Alors, l'étanchéité ne se fait pas sur le filet. Le filet sert à faire la retenue mécanique, à avancer et à garder tout ça ensemble. L'étanchéité va se faire soit avec une rondelle d'étanchéité, qui peut être un gasket métallique. On rencontre souvent le cuivre, l'acier inoxydable, ou parfois on peut retrouver des O-rings, des élastomères, surtout sur les filets droits SAE, rencontre souvent dans les applications hydrauliques. En passant, c'est très bon comme filet, c'est très étanche. Et il y a un autre concept aussi qui existe avec un filet droit, c'est de faire l'étanchéité avec un angle appelé l'angle 37 degrés ou le AM, qui veut dire Army Navy. C'est un standard, ça aussi. Alors, on ne fait pas d'étanchéité sur le filet, on a besoin d'une rondelle d'étanchéité et ou bien on travaille avec le flair pour faire l'étanchéité. Étant donné que c'est un filet droit, il y a moins de risque de faire du galling. Le filet, il est droit, il est lousse, il est fort mécaniquement et l'étanchéité ne se fait pas sur le filet. Ça facilite le montage et le démontage. C'est facile à installer, c'est disponible en grand nombre, c'est sensible par contre aux vibrations. On arrive maintenant dans les raccords de face. En anglais, on appelle zero clearance. C'est des raccords qui vont faire leur étanchéité surface contre l'autre. Ça facilite l'installation et le démontage parce qu'on n'a pas besoin d'espace pour pouvoir se débrancher avec ce type de raccord. Si on prend le raccord VCO, avec la souris, je montre ici, l'étanchéité va se faire métal et le O-ring qu'on voit sur l'autre face. Je descends plus bas. OK, on voit. Alors, l'étanchéité va se faire métal et métal avec le O-ring. On remarque aussi un orifice dans les coups. Cet orifice-là va servir à faire un test. Après qu'on a serré les raccords, on veut s'assurer qu'il peut travailler dans le positif ou dans le vide. Les raccords sont souvent utilisés à des endroits où on n'a pas beaucoup d'espace pour travailler ou il va être utilisé pour le vide de laboratoire. On a besoin, si je fais un résumé, on voit le connecteur mâle ici, on voit l'écrou femelle. Lorsqu'on défait, on déplace l'écrou femelle qui se retire et ça donne l'espace pour pouvoir bouger axialement de cette façon-là. Les avantages, c'est facile. On va l'utiliser surtout à des endroits où on a des instruments qu'on doit déplacer, des filtres, des transmetteurs ou carrément des unités qu'on doit enlever à l'occasion et on doit enlever ça rapidement, puis remplacer rapidement. Ça facilite le démontage. Les désavantages, c'est qu'on est limité par la température. Étant donné qu'on travaille avec un élastomère qui est un O-ring, on ne peut pas aller à des températures dépassant 240 degrés Celsius. Un autre accord de face, qui cette fois-ci est avec une rondelle métallique, qu'on appelle un gasket souvent. Déjà, on améliore ce qu'on avait comme désavantage avec le VCO. On l'a ici, on retrouve l'avantage ici avec le gasket, puisque toutes les composantes sont en métal. Alors, on peut aller à des températures beaucoup plus élevées, puis on ouvre un petit peu la gamme de compatibilité avec des produits chimiques. La rondelle d'étanchéité, le gasket peut être en acier inoxydable, il peut être plaqué de nickel, on peut l'utiliser en cuivre. Il y a différents types pas de garniture, mais de rondelles d'étanchéité qui peuvent être utilisées. Il y a un inconvénient, par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on démonte
et qu'on remonte ce type de raccord-là, c'est fortement suggéré de changer de rondelle d'étanchéité. Hein? Si on regarde la façon dont ça fonctionne, c'est deux surfaces, deux glands qui sont électropolis, qui en serrant vont déformer la rondelle d'étanchéité. Si on défait puis on refait, il faut s'assurer qu'on revient vraiment au bon endroit. Alors, c'est fortement suggéré de changer la rondelle d'étanchéité. Surtout si on veut aller dans des vides de laboratoire très poussés ou si on travaille avec des gaz qui pourraient être très dangereux, très toxiques. Les configurations sont limitées. Évidemment, on a des raccords dans les dimensions d'un quart, un demi-pouce. On peut peut-être faire sur des dimensions, sur des configurations spéciales, mais on n'obtiendra pas la variété de configurations, la variété de dimensions qu'on peut trouver avec un raccord à tube. Si on regarde l'image ici, il y a c'est un petit peu un non-sens de retrouver cette image-là. On voit le gland VCR qui est électropoli, puis de l'autre côté, c'est une connexion NPT. Théoriquement, c'est un non-sens. On ne devrait pas travailler avec un raccord avec d'aussi bonne, fait pour du vide ou pour des étanchéités presque parfaites, puis d'un autre côté, mélanger ça avec un raccord NPT. Pourquoi qu'on le fait? Pourquoi que ça existe? Pourquoi qu'on est obligé d'avoir ces configurations-là? C'est que malheureusement, les raccords filetés, le NPT, demeure un standard très universel. Il y a beaucoup d'équipements qui viennent avec ça, que ce soit des pompes, des compresseurs, des manomètres, des équipements de lecture, des bouteilles d'échantillonnage. Alors, on n'a pas le choix, on ne s'en tire pas, on ne peut pas s'en passer. On est obligé parfois d'introduire le NPT dans ce genre de connexion-là. Ce n'est pas souhaitable, mais bon. Parlons des raccords pour le vide, pour le vacuum. Juste en passant, c'est important de démystifier tout ça. C'est quoi du vide? Qu'est-ce que je veux faire au juste? Raccord Swagelok, ça peut travailler sur le vide. Du NPT, ça peut travailler sur le vide. Lorsqu'on parle de vide, là, je vous sensibilise, c'est du vide de laboratoire. Alors, on cherche à avoir le vide parfait. Alors, c'est plus difficile à rendre étanche que dans des pressions positives. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Quelqu'un qui appelle et qui veut faire un vide, c'est un aspirateur dans une maison. Ce n'est pas un vide, ça. Ça ne se compare pas à ce genre de choses-là. Okay. Commençons avec le raccord ultrator. Le raccord ultrator, c'est la façon dont il fonctionne, c'est qu'il fait son étanchéité avec un élastomère et un O-ring sur la paroi extérieure du tube. Le gros avantage, c'est qu'il se défait avec les doigts. On peut défaire rapidement et remonter rapidement. Il est uniquement réservé pour le vide. Alors, on ne peut pas travailler en pression positive. Il n'y a rien qui mécaniquement le retient solidement, qui retient le tube solidement à l'intérieur du raccord. Souvent utilisé sur du tube en verre, du tube en métal ou du tube en plastique. C'est son côté pratique de pouvoir faire l'étanchéité sur un tube de verre. On ne pourrait pas faire l'étanchéité sur un tube de verre avec un raccord à compression et des bagues en métal. Il faut travailler avec des pièces molles comme des O-rings ou des bagues en plastique, genre Teflon ou autre. Les configurations sont limitées. Souvent, on va se limiter à des unions ou des T, des coudes ou carrément un raccord de conversion. Ici, vous avez une connexion ultrator qui va à un raccord compression. On pourrait insérer un tube en verre de ce côté-là et de l'autre côté, on pourrait continuer avec un tube métallique. Il existe des standards aussi dans l'industrie avec des produits pour le vide qui ne sont pas nécessairement distribués par Swagelok, qui réussissent très bien aussi, qui sont reconnus, qui sont souvent dans des plus grosses dimensions. C'est un autre type de standard qu'on appelle les raccords KF ou CF. Ce qu'on peut offrir, c'est d'avoir des raccords de conversion, de passer du VCR, qui est plus petit, qui va à des pressions plus élevées, à des brides KF, CF, comme on voit aussi ici. Ou partir encore une fois d'un raccord VCR avec les trous femelles à une autre bride KF ou mâle, encore une fois une bride KF. Très haute pression. On part d'un extrême à l'autre. Hein? On est parti de vide, de vacuum, et là, on va parler de pression, de très haute pression. On va définir encore là, c'est quoi de la haute pression.
On pose beaucoup de questions. Moi, dans mon travail, j'ai tendance, quand quelqu'un m'appelle, je cherche quelque chose pour le vide, bien, quel genre de vide vous voulez faire? Je vais avoir un fitting pour de la haute pression. Qu'est-ce que vous entendez par haute pression? Je vais vous donner quelques définitions là, que j'ai souvent entendues ou rencontrées. Au gaz naturel, on va parler de 10, 15, 20 litres comme de la haute pression. Bon, des systèmes hydrauliques à huile hydraulique, 2000, 3000, 4000 livres, c'est élevé comme pression, mais ça n'impressionne plus personne aujourd'hui. Les systèmes de graissage aussi, ça va travailler à haute pression. De la vapeur à 100 livres par pouce carré, c'est élevé parce que le produit il est chaud, puis il est gazeux et ça brûle. Alors, il faut toujours tenir compte un petit peu, définir c'est quoi la haute pression par rapport aux produits qu'on utilise, par rapport au secteur d'activité aussi qu'on travaille. Je vais vous parler de raccord haute pression. Je vais définir ça. Là, on parle ici de 15 000 livres par pouce carré. 15 000 livres par pouce carré, on va utiliser un terme souvent medium pressure, pression moyenne si on veut. FK, c'est un produit que Swagelok a développé. C'est un raccord qui est la signature Swagelok. Là, on voit que ça ressemble un peu à notre raccord à compression standard. On remarque par contre sur l'image que la paroi du tube est beaucoup plus élevée. Les bagues ne sont pas tout à fait identiques. Ils ont sûrement suivi des traitements thermiques là, pour les rendre plus durs. Les alliages sont peut-être quelque peu changés aussi. Pourquoi que cette conception a été créée par Swagelok, pourquoi ils ont voulu pousser, c'est que la pile à combustible hydrogène, ça devient de plus en plus populaire. On retrouve moins standard en Amérique du Nord sur l'automobile, mais en Europe, déjà, ça fait son petit bout de chemin. Puis, les stations de remplissage vont travailler avec des pressions de travail de 15 000 livres par pouce carré. Déjà, nous, à Montréal, on a travaillé avec un contracteur local ici pour fabriquer une partie de ces stations-là qui étaient livrées aux États-Unis, qui étaient des stations de remplissage pour automobiles avec l'hydrogène. C'est un raccord qui est facile à installer. Quand Swagelok l'ont créé, ils voulaient avoir quelque chose de simple à installer, qu'on pouvait valider l'installation, s'assurer qu'il était bien serré, puis qu'il pouvait faire le travail finalement. Il existe une autre conception fermée à Swagelok, c'est le produit Snowtrick. Cette fois-ci, on va jusqu'à 60 000 livres par pouce carré. Alors, ça commence à être de la pression. On pourrait dire que c'est une combinaison. Dans la conception, on pourrait dire, excusez-moi, on pourrait dire que c'est une conception d'un tube conique avec un tube avec des bagues. On a uni les deux, si on veut, pour fabriquer un raccord à haute pression. On retrouve encore l'orifice ici, qui est vis-à-vis la zone d'étanchéité. Alors, pas vis-à-vis, je devrais dire, mais un petit peu plus haut. Alors, si jamais il y avait des fuites, on pourrait les voir apparaître. Maintenant, où est-ce qu'on travaille avec des raccords à 60 000 livres par pouce carré? Comme disait Maxime tantôt, avec ma longue carrière de 34 ans, j'en ai pas vu souvent. Entre autres, il y avait dans le domaine aéronautique, on utilisait ce type de raccord-là pour couper l'acier. Ça faisait une coupe très droite. On utilisait aussi un autre extrême, c'était pour couper des couches pour bébé. Alors, ça faisait une coupe sans effritement, là, bien droit. C'est souvent utilisé pour la coupe de matériaux, de métal, entre autres, ou pour en balistique. J'avais déjà vu aussi dans un endroit où on fabriquait des explosifs. Ils utilisaient ce type de raccord-là pour tester. Un autre, encore dans les raccords à haute pression, mais cette fois-ci, on arrive dans des conceptions ouvertes, c'est-à-dire qui sont fabriquées par plusieurs fabricants. On en fabrique et d'autres fabricants le font aussi. Ce qu'on appelle le raccord IPT ou le raccord Cone and Thread. C'est souvent le nom qu'on va entendre pour ce type de raccord-là. Il y a deux gammes, ceux qui peuvent aller jusqu'à 20 000 par livre, 20 000 livres par pouce carré et 60 000 livres par pouce carré. Pardon. L'image du raccord ici montre bien les deux. C'est un raccord de conversion où on voit le raccord qui peut aller à 20 000 livres par pouce carré et de l'autre côté, à droite, on voit celui qui est fait pour travailler à 60 000 livres par pouce carré. À l'œil, on se rend compte de l'épaisseur de la paroi là, qui est différente dans les deux cas.
L'olive, si je peux appeler ça comme ça, là, qui retient le filet sur le raccord est plus courte ici que de l'autre côté. C'est normal, on travaille à des pressions plus élevées. On va avoir une plus grande surface pour bien le retenir à l'intérieur. La dimension des écrous aussi est différente. L'épaisseur de métal est différente. On rencontre ce type de raccord-là dans les plateformes de forage. C'est un raccord qui est robuste, qui peut aller aux pressions élevées, qui est connu, qui a plusieurs fabricants. Fait que, déjà, c'est quelque chose qui est assez populaire. Il y a un des avantages, c'est qu'il n'est pas facile à faire. On doit prendre le tube, faire un angle au bout avec un équipement spécialisé, avec de l'huile de coupe, etc. Par la suite, on doit aussi faire des filets sur l'extérieur du tube. Alors, ça demande de la manipulation, ça demande un endroit où on peut travailler, qu'on est à l'aise, un banc de travail, et ainsi de suite. C'est pas simple, facile et rapide à faire, mais c'est faisable. Ben oui, depuis tantôt, je parle du NPT, puis je ne me gêne pas pour le démolir, mais finalement, il existe quand même à des pressions pouvant aller jusqu'à 10 et 15 000 livres par pouce carré. Ce n'est pas l'idéal, mais encore là, on n'a pas le choix d'en avoir pour être en mesure de l'utiliser ou ce qu'on n'a pas le choix de l'utiliser à cause des connexions, comme j'expliquais tantôt, de manufacturier. Ben, il s'agit simplement d'avoir plus de matériel, plus de métal pour travailler, le rendre plus épais. Regardez ici le raccord à 15 000 livres, le coude, c'est carrément un bloc qu'on vient machiner. Le T aussi, c'est un bloc qu'on vient machiner. On va aller maintenant dans les suggestions de raccords par application. Je vais essayer de parler un petit peu de ce qui existait, là, des raccords à tube, des raccords à vide. Par contre, il y a beaucoup plus que ça. J'ai parlé surtout du marché dans lequel on est impliqué, ce qu'on appelle en anglais le fluid components. Mais il existe des marchés encore plus larges, là, des spécialités comme telles. Alors, allons voir dans les applications, quels sont les genres d'applications? Qu'est-ce qui devrait travailler sur ce genre d'applications? Les applications communes. C'est large, encore une fois. Les applications industrielles, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pneumatique, l'hydraulique, le graissage, le procédé, les gaz, surtout pas le vide, surtout pas les hautes pressions, ni l'industrie du semi-conducteur où on cherche des choses très, très propres et très faciles à nettoyer. Les raccords à tube switch lock et le NPT vont faire, les raccords à tube et le NPT, pardon, vont faire un bon mariage pour ce genre d'application-là, que ce soit au niveau de l'instrumentation, de distribution de gaz et autres. On trouve ça sur des panneaux, on voit des panneaux de dos là, avec toute la tubulure. Les connexions auprès des vannes, auprès des instruments sont sûrement NPT. Les régulateurs, c'est sûrement des connexions NPT aussi qu'on trouve. C'est un peu résumé des applications quand même. Allons parler maintenant de vide. C'est quoi du vide aujourd'hui? On va aller à droite, une référence sur les vides pour vous donner une idée un peu qu'est-ce qu'on entend par vide, se situer là-dedans. Lorsqu'on est sur la Lune, ben, c'est un vide de 10 à l'exposant négatif, c'est-à-dire 10 à l'exposant moins 10 tard. C'est poussé là, comme vide. On va appeler le medium vacuum, ben, ça va être 10 à la moins tard, à la moins 3 tard, pardon. Puis le ultra high vacuum, le haut vide, où on va parler de 10 à la moins 3 jusqu'à 10 à la moins 9 tard. Une bonne pompe à vide là, va vous donner 10 à la moins 2 tard. Si on parle de pompe à haute performance, on peut aller jusqu'à 10 à la moins 8 tard. Et avec des connexions CF, on pourrait aller jusqu'à des vides de 10 à la moins 12 tard. C'est assez poussé. Là. Je ne pense pas qu'il y a plusieurs applications dans l'industrie conventionnelle qu'on va retrouver des vides de laboratoire. Il y a la NASA, c'est sûr, ils doivent simuler des endroits comme sur la Lune. Il y a les laboratoires où on cherche à travailler avec des produits haute pureté. On cherche aussi à ces endroits-là à avoir des vides le plus poussés possible. Revenons-en maintenant au type de connexion. Notre bon vieux raccord à tube, notre raccord à compression, ben, il peut se rendre quand même jusqu'à 10 à la moins 3 tard. C'est quand même bien. Ici, on retrouve dans le tableau les niveaux de vide, puis ici, on retrouve les taux de fuite. Si j'avais à vous dire quelque chose, c'est qu'à peu près tous les raccords fuient. Mais qu'est-ce qu'est une fuite?
Si on parle d'un raccord qui fuit 1 cm3 sur 10 ans, bon, c'est pas énorme comme fuite, là. Alors qu'il y a d'autres raccords où on entend fuir tellement qu'il fuit fort. Alors, on devrait parler plutôt de taux de fuite. Et de là, ça devient important là, de combiner un peu le taux de fuite versus le niveau de vide qu'on peut avoir. Alors, je disais que le raccord à compression est quand même intéressant. Il peut se rendre jusqu'à 10 à la moins 3 torts. Là, on parle dans des bonnes conditions, un bon tube de qualité qui n'est pas abîmé, qui est bien serré selon les recommandations du manufacturier. Le raccord ultrator, celui que je vous disais qui fait son étanchéité avec un élastomère sur la paroi extérieure, comme un tube en verre, ben, c'est pas mal non plus, 10 à la moins 5 torts. Le VCO, qui est métal avec O-ring, 10 à la moins 5 torts aussi. Les raccords VCR, fonction de la rondelle d'étanchéité, bon, on peut se rendre jusqu'à 10 à la moins 5 torts. J'arrête ici pour parler de pourquoi est-ce qu'on a le VCO, le VCR. D'abord, c'est bon les deux au même endroit. Ben, c'est que parfois, en vide ou en procédé, on a besoin de chauffer l'équipement. Et si on vient chaud à ce moment-là, les élastomères perdent leur efficacité. Fait qu'on n'a pas le choix de travailler avec des rondelles d'étanchéité qui sont entièrement métalliques ou des systèmes qui sont entièrement métalliques. De là, le VCR qui a sa raison un petit peu plus d'être par rapport au VCO et à d'autres connexions. Si on va dans d'autres raccords typiquement construits pour le vide, qu'on trouve ici, ben, eux se rendent tous 10 à la moins 8 torts, encore même mieux, même 10 à la moins 12. Oups, il y a une petite note ici, la performance peut être diminuée avec la haute température. Alors, il faut tenir compte de ça. À des endroits où on va aller en température élevée, on ne pourra pas travailler avec ces raccords-là à cause des composantes. On n'aura pas le choix d'aller avec soit du VCR ou autre. J'espère que cette notion-là vous a donné un petit peu une idée, c'est quoi les vides, qu'est-ce qu'on parle de vide, lorsqu'on mentionne ça. On va aller dans le positif maintenant. On va aller dans les. Ben, je ne veux pas dire que le vide, c'est négatif, mais bon, on va aller dans les pressions positives maintenant. Bon, on est habitué de parler de ça, mais juste pour nous donner une idée, on sait que ce qui est le plus difficile à tenir, ce n'est pas les pressions positives, mais plutôt les pressions de vide. Là. Quand je parle de difficile à tenir, en fait d'étanchéité. Prenons un exemple d'un raccord à un quart de pouce. Juste pour se rappeler qu'un raccord d'un quart de pouce de diamètre, je parle du tube, on peut facilement se rendre jusqu'à 10 000 livres par pouce carré. C'est 10 200 plus précisément. Si on regarde un exemple, 1 pouce avec une paroi de 95 millièmes, bien là, on peut se rendre jusqu'à 3 600 livres par pouce carré. C'est quand même pas rien, hein, sur 1 pouce, là, un diamètre d'1 pouce, 3 600 livres par pouce carré, c'est de la matière qu'on pousse. C'est intéressant. Si on regarde juste les raccords VCO, VCR, qui sont faits pour le vide, mais ils peuvent quand même aller dans des pressions positives. On parle de 5100 PSI pour le quart de pouce et 5800 livres par pouce carré pour le demi-pouce. Et les raccords NPT, on les laisse toujours là, hein, même si on les aime moins, là, mais on les inclut pareil. On peut se rendre jusqu'à 8000 livres par pouce carré dans le quart de pouce. Dans le 3/4 de pouce, 4600 PSI. Puis il y a les raccords 10K peuvent aller jusqu'à 10 000 livres par pouce carré. C'est toujours fonction là, de l'épaisseur de la paroi. Je n'ai pas expliqué le tableau, là, excusez-moi. Vous avez la dimension extérieure ici du tube et vous avez l'épaisseur de paroi en haut. Les zones où on a des chiffres, c'est des pressions de travail qu'on peut utiliser. Je devrais dire c'est des épaisseurs de paroi de tube qu'on peut utiliser. Où est-ce qu'il n'y a pas de chiffre? Ben, même si vous travaillez à 10 livres, n'allez pas prendre une paroi de 20 millièmes. Là. Restez à l'endroit où on a des chiffres, c'est-à-dire un minimum de 28 millièmes. Pour les zones où on travaille service gaz, mettons de l'air à haute pression, évidemment l'hélium, l'hydrogène, ça devient des molécules qui fuient beaucoup plus facilement que les liquides. Alors, il faut prendre les chiffres dans les zones en blanc et ne pas prendre les chiffres dans les zones ombragées. C'était pour les pressions de travail. L'élément suivant, quand on parle de caractéristiques d'une application, ben, on parle des pressions de travail. C'est toujours le réflexe qu'on a. C'est quoi vos pressions? Par la suite, un autre facteur important, c'est la température.
On a marqué la température diminue. Oui, c'est ça. La température diminue la pression de travail. Alors, c'est évident, là, plus qu'on va en température élevée, ça affaiblit les parois de métal. Alors, les pressions de travail sont reconsidérées moins élevées. Tantôt, on parlait d'alliage. Le dernier né, l'acier inoxydable 6ELT, elle peut aller jusqu'à 1200 degrés Fahrenheit. Mon Dieu, est-ce qu'on rencontre ça? C'est assez rare qu'on va avoir un liquide qui va être à 1200 degrés Fahrenheit, mais parfois, ça peut être des raccords qui sont installés près d'une source de chaleur qui va être à cette température-là. Hein? Dans des fonderies, à des endroits, dans des aciéries, on travaille où il fait chaud. Parfois, il y a de la tubulure pour de la lubrification, du graissage ou du refroidissement. Et on est près de ces zones-là et on cherche des raccords qui peuvent aller à ces températures-là. On a le tableau ici avec un facteur à considérer. Tantôt, on avait un facteur de pression de travail. On avait, c'est-à-dire des données sur les pressions de travail. Ici, on a un facteur à multiplier en fonction de la température à laquelle on travaille. En Celsius, si on travaille à 204 degrés Celsius, l'aluminium et le cuivre sont grandement affectés. On parle de 40 et 50 moins élevés. Alors, ça affecte. L'acier inoxydable, c'est à peine. Là, on parle de 93 qui va être efficace. Alors, on se retrouve à 96 de la pression de travail, je devrais dire. Et allons voir sur les alliages exotiques, là, le modèle, la Carpenter 20 ou autre. Si on regarde le titanium, vous savez, on s'imagine tout le temps que le titanium, ça coûte cher comme produit, c'est bon. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour aller en température élevée. Hein. On se limite à 315 degrés Celsius quand même. C'est chaud, là, je le reconnais. Mais comparativement à d'autres alliages, là, 315 degrés Celsius, l'acier inoxydable, en haut, là, il était très confortable. Il était à 82 de sa force. Alors que le titanium, il est déjà affecté beaucoup. Et il y a d'autres alliages qui existent. Je vous montre ça juste pour vous sensibiliser qu'il faut tenir compte de la température, que ce soit positif, même en vacuum. Application cryogénique. Alors, je me promène d'un extrême à l'autre. Hein. Lorsqu'on parle d'application cryogénique, c'est où ce que le gaz se liquéfie, c'est très, très froid. Dans les données de pression de travail qu'on vous a données, dans pour vous le montrer, là, dans ce tableau-là, ici, on tient déjà compte de la cryogénie. Déjà, l'acier inoxydable peut aller en cryogénie. Puis, on considère les pressions de travail de 910 degrés Fahrenheit et qui tient compte de la cryogénie. Excusez-moi. Je reculais au lieu d'avancer. Pourquoi je parle de ça? C'est que oui, c'est possible de travailler avec des raccords à compression sur la cryogénie, mais il faut travailler aussi avec des raccords qui sont entièrement en métal, que ce soit compression ou VCR. On ne peut pas travailler avec des élastomères. C'est évident, il va venir dur comme de la roche, il ne fera pas sa job, il va perdre sa mémoire. Il existe chez SwitchDock des rapports qu'on appelle PTR pour Product Test Report. C'est tout simplement des expériences qu'on a fait, nous, des tests en laboratoire qu'on a fait pour des demandes de clients ou qu'on a, si vous voulez, conservées. Parfois, on se fait demander une application spécifique, une température donnée, est-ce que ça peut se faire? On ne le sait pas toujours parce que c'est très spécifique comme application. Parfois, SwitchDock vont faire des tests, puis ils gardent ces rapports-là et ils sont disponibles. On ne les publie pas à grande échelle, mais si vous avez une application spécifique, on va voir ce qui a déjà été fait. Je pense à Delium à 3000 livres à basse température. Nous, on peut arriver et dire, on a déjà testé jusqu'à moins 100 degrés Celsius, puis je dis n'importe quoi, là, mais ça fonctionnait bien. On était capable d'enlever la pression, la température, de défaire, remonter, revenir encore et faire quelques cycles, quelques installations, des installations, puis on mesure avec un taux de fuite, puis on n'avait pas de fuite ou des choses du genre. Ça peut être pratique pour vous. C'est des choses qu'on peut faire. Application critique et étanchéité. Je reviens encore là-dessus. Je vais demander toujours de définir vous-même, c'est-à-dire qu'on définisse ensemble qu'est-ce qu'une application critique. On va prendre un exemple assez simple, l'hydrogène. On parle d'hydrogène, les gens s'inquiètent toujours de l'hydrogène.
C'est un gaz qui est difficile à contenir, mais qui existe. Là. Il faut se poser, moi, je me pose toujours la question, quelles sont les conséquences d'une fuite? Tu sais, évidemment, personne ne veut de fuite, même sur le système pneumatique à l'air, on ne veut pas de fuite. C'est des coûts pour produire l'air, c'est un compresseur, mais il faut toujours se poser les conséquences qu'il pourrait y avoir. Je donne un exemple. Vous avez une bouteille de gaz d'hydrogène à l'extérieur à 2-3 000 PSI. Vous vous demandez, est-ce que je dois absolument souder tout ça ou est-ce que je dois utiliser les meilleurs raccords VCR ou je peux travailler avec le raccord à compression switch dock ou quoi que ce soit? Bien, parlez-moi de votre application. Si c'est juste une ligne qui part de l'extérieur, qui vient se brancher à l'intérieur à un équipement, les régulateurs est à l'extérieur ou autre, il n'y a pas vraiment de danger. Switch dock est très fiable. Par contre, si vous me disiez, vous travaillez dans un cabinet où il y a 60 connexions d'hydrogène, dans lesquels il y a des équipements électriques, là, on ne veut pas avoir, on veut pas avoir du tout aucune fuite. Il y a possibilité d'étincelles, il y a plusieurs connexions, on est toujours avec le gaz. Dehors, si au pire des scénarios, qu'il y avait une micro-fuite, on va se dissoudre dans l'atmosphère. Mais si on a des micro-fuites dans un cabinet fermé avec une possibilité d'étincelles, bon, ça peut être dangereux. Il faut discuter de votre application. Ce n'est pas juste la pression et la température, mais c'est prendre en considération aussi le médian. Le tube, la meilleure qualité possible, la meilleure surface possible. Le serrage doit être ajusté dans les applications sévères. Il y a différentes façons. Switch dock reste un raccord très pardonnable, mais si on a une application sévère, il y a une façon de le vérifier et s'assurer qu'il est bien installé. Bon. Pour le souder, bien, il y a la soudure. Si on parle de vide de laboratoire extrême, c'est possible avec du tube soudé. Par contre, privilégier la soudure bout à bout et non la soudure par emboîtement pour éviter les traitements qu'on pourrait avoir dans l'emboîtement, justement. Il existe aussi la soudure orbitale, qui est quelque chose qui fait des soudures presque parfaites, là, qui est possible. On évite les raccords pour les applications sévères, que ce soit au niveau température ou produits corrosifs, dangereux. Je n'ai même pas parlé là, mais de la compatibilité chimique avec les élastomères, avec les métaux. Il faut tenir compte de ça aussi. Alors, il faut, je disais, pour les applications sévères, bien, de valider que l'NPT peut travailler. Est-ce qu'il y a beaucoup de vibrations? Est-ce qu'il y a beaucoup de cycles de température? On travaille-tu avec des gaz, avec des molécules fines? Le O-ring, le filet SAA, avec un O-ring, ça aussi, il faut s'assurer s'il est compatible avec le médian. On pourrait dire les élastomères, il faut s'assurer de la compatibilité, puis de la perméation aussi. Pour ce qui est des raccords NPT, bien, le niveau d'étanchéité, on devrait se donner comme idée que c'est moyen, c'est pas parfait. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon non plus. Fonctionne toujours de vos applications. Les applications de maintenance fréquentes, c'est-à-dire qu'on doit défaire, refaire souvent des choses. Si on regarde sur la photo ici, on voit que c'est une vanne avec des connexions zéro clairance. Assez. Maintenant, tout le monde devrait savoir c'est quoi ce type de connexion-là. Dans ce cas-ci, il est avec un raccord VCR. Et on a retiré l'écrou tout simplement de chaque côté. On peut descendre la vanne, refermer l'écrou des deux côtés, c'est-à-dire de serrer l'écrou de chacun des côtés. Et on a remplacé ça très rapidement. Ça n'a pas pris d'espace, puis c'est une connexion hyper étanche. Et plus dispendieuse, il y a votre choix. Il y a toujours l'élément pris, il faut tenir en considération. En bas, dans les figures qu'on voit, c'est des raccords à compression. Cette fois-ci, l'outil qu'on aurait besoin pour déconnecter ça, pour défaire ça, désassembler, eh bien, c'est l'acier à fer ou le coupe-tube. Okay? On ne peut pas déplacer les objets ici. De l'autre côté, on est un petit peu plus ingénieux. Souvent, les gens qui sont familiers à faire de la tubulure vont se donner des trucs pour, bon, comment je vais faire si je viens à défaire la connexion. Mais là, on voit qu'on a plié tout simplement. On a juste à défaire les écrous et retirer par le haut. Et on peut se poser la question aussi, si vous me dites que votre application, là, vous défaites et vous refaites 10 fois par jour, ben, c'est peut-être pas un raccord qu'il vous faut, mais un raccord rapide, un Quick Connect, qui est fait pour ça, peut être défait régulièrement, puis plusieurs fois à pleine fréquence. Et il y a des raccords rapides qui sont très étanches. Leur étanchéité vont se faire avec des élastomères. C'est hyper étanche. Application haute pureté. Encore une fois, définir la haute pureté. Puis haute pureté n'est pas nécessairement synonyme de vide de laboratoire.
Souvent, c'est associé ensemble, mais ce n'est pas nécessairement le cas tout le temps. Depuis tantôt, je parle d'électropolie. Les glands d'un raccord BCR sont électropolis. L'électropolissage, ce n'est pas à plein risque. Ce que ça fait, l'électropolissage, ça améliore les surfaces de finition, puis ça diminue les creux qu'on pourrait avoir. Mais si votre électropolis n'est pas bien fait, ou si au départ, vous avez un métal de mauvaise qualité, vous avez une acier inoxydable de qualité pauvre, ben, ça ne vous donnera pas nécessairement des électropolies, pas des électropolies, mais des étanchéités parfaites ou des propriétés parfaites. On regarde à droite, il y a 3 échantillons, 3 tubes, un fini mat, un fini, bon, semi-illustré, c'est comme de la peinture, je peux dire, puis finalement, un fini miroir. On s'attend à ce que le fini miroir soit plus facile à nettoyer. Pourquoi qu'on aurait besoin de ça? Quelqu'un qui n'est pas habitué dit pourquoi il faudrait que je me paye un tube ou de la tubulure ou des raccords électropolis? Pour vous aider un petit peu, parfois on utilise pas l'électropolis, mais disons le brillant pour l'extérieur, juste comme apparence. J'avais vu, moi, des fabricants d'équipements pour la cabane à sucre, là. Puis tout brillait de l'extérieur, puis à l'intérieur, ben, ça ne brillait pas. Puis, dans le fond, il n'y avait pas besoin de quelque chose d'électropolie, c'était juste pour le look. Dans le cas que je vous parle, si on parle de système à haute pureté, l'industrie semi-conducteur, les autres, c'est à l'intérieur et à l'extérieur qu'ils veulent que ça soit électropoli. Et c'est un nécessaire. Et eux, c'est encore plus propre que l'alimentaire ou c'est ça, l'industrie brassicole ou autre. Alors, c'est un peu les raisons pourquoi on va avoir quelque chose d'électropoli pour faciliter, faire le vide, enlever l'ancien procédé, remettre un procédé neuf, purger. Alors, plus c'est des cycles dans ce type d'industrie-là. Alors, plus qu'on peut cycler rapidement, qu'on peut nettoyer rapidement, bien, plus rapide est la production. Encore une fois, pas oublier les connexions soudées, là, bout à bout avec soudeuse orbitale. Il existe même des raccords en PFA qui sont faits qui sont de haute pureté. Ils sont moins poreux, puis ils permettent de travailler avec beaucoup de produits chimiques. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des pressions élevées non plus dans ce secteur-là. Évidemment, avec des gaz, il faut toujours bien les pousser, là, mais parfois, c'est par gravité. Puis, on n'a pas besoin de travailler en pression élevée. On fonctionne par gravité. Alors, on n'est pas obligé de travailler avec des métaux électropolis. On peut travailler avec des plastiques comme le PFA ou le PFA à haute pureté. Bon, fini surface, j'en ai parlé. Éviter les connexions filetées, c'est évident. Là, si on installe de la tubulure électropolie, des raccords électropolis, des lames électropolis, puis on finit ça avec un raccord NPT, ben, c'est pas l'idéal. C'est toujours l'histoire du chaînon le plus faible dans une chaîne. En d'autres mots, il faut bien évaluer vos besoins et éviter de dépenser trop d'argent ou de dépenser au bon endroit. Vous pouvez mettre des efforts extraordinaires pour avoir un système ultra propre, puis vous pouvez mal finir votre système, ou pire encore, mal le commencer. Alors, la conception, les caractéristiques, tout ça demeure très utile lorsqu'on fait le choix. N'hésitez pas à nous solliciter. On peut vous donner un coup de main là-dessus. Bon, je vous parle de fabrication, de surface de finition. Maintenant, je vais vous parler de nettoyage des composantes et d'emballage. Ça paraît drôle à dire. On peut le fabriquer avec beaucoup de soin si on ne le nettoie pas à la fin de la fabrication et si on ne l'emballe pas d'une bonne façon, avec un bon étiquetage, avec aucun contaminant, les mains propres, et ainsi de suite, l'emballage pressurisé ou au contraire sous vide. C'est des choses qu'on doit considérer. Dans les procédures de nettoyage, chez nous, moi, on a les 4 plus populaires, je pourrais dire, le C10, 11, 01 et 06. Le SC10, c'est notre procédure de nettoyage standard pour à peu près tout, là, pour les fittings, entre autres. C'est un dégraissage de surface que je pourrais dire. Il a été lavé. C'est correct. Le SC11, bien là, on arrive avec déjà une procédure de nettoyage plus élevée. Il n'y a plus de corps gras. Bon, il y a une procédure très spécifique pour des applications où on travaille avec des gaz propres et on ne veut pas qu'il y ait de gaz de gras ou autre.
Je vous les décris là, très vulgairement, mais ces bulletins techniques-là existent. Là, on voit le bulletin technique pour le SC10 et le SC11. On vous explique c'est quoi la procédure et c'est à vous de vous assurer qu'elle est faite pour votre application. Évidemment, on le sait, mais on ne peut pas arriver nous dire c'est spécifiquement fait pour telle application plutôt qu'une autre. Bon. Ces informations-là sont gratuites et sont disponibles surtout. Il y a la SC01 qui est la plus sévère pour ultra haute pureté. Même les endroits de travail se doivent de rencontrer des clauses de propreté, l'emballage, et ainsi de suite, pour fabriquer et pour surtout emballer ces produits-là. Le SC06, c'est pour la photovoltaïque, surtout qu'on va retrouver. Demandez-moi pas exactement c'est quoi, mais c'est pour la fabrication de panneaux solaires, on demande un standard spécifique pour les raccords qui soient nettoyés ou les vents. Je ne peux vraiment pas vous dire pourquoi, malheureusement, je n'ai pas d'expertise auprès des fabricants de panneaux solaires. Là, OK, je m'excuse. On a fait les deux premiers sujets. On va terminer maintenant avec les raccords de spécialité. Soi-Jacques fabrique environ, environ 15 000 standards. Mais on fabrique, c'est-à-dire on a 15 000 standards, mais on fabrique plus de 65 000 produits différents. Alors, c'est énorme ce qu'on peut fabriquer. Il y a beaucoup de choses qu'on fabrique qu'on ne sait même pas nous-mêmes que ça existe ou quoi que ce soit. Alors, il ne faut pas se gêner pour nous le demander si on l'a déjà fait ou si on pourra faire quelque chose pour vous. Évidemment, il y a toujours un prix à payer, là, puis un délai à attendre, mais ça peut être fonction aussi de la quantité que vous avez de besoin. Allons voir dans les raccords de spécialité. Des écrous percés et des raccords percés. C'est un orifice finalement très petit qu'on perce pour attacher un fil ou l'information. On perce le corps du raccord, puis on perce l'écrou. Ça peut être, ça vient peut-être de l'aéronautique, cette demande-là. Souvent, on veut s'assurer que ce soit l'écrou qui fonctionne avec le même raccord, où on installe un genre d'attache pour pas que l'écrou se lousse par rapport au raccord. C'est des choses spéciales où parfois, sur un panneau, je donne un autre exemple, sur un panneau, vous auriez des raccords en monel, en carbon 30, en acier inoxydable. À l'œil, c'est très difficile de voir l'alliage, il y a la même couleur. On pourrait, si vous aviez des gaz ou des produits corrosifs différents sur un même panneau, on pourrait s'assurer que chacun des écrous soit bien attaché au bon raccord en faisant un orifice comme ça, puis en les attachant avec un fil d'acier. Les raccords traversants, c'est des raccords pour thermocoupe ou pour aller prendre un échantillonnage en procédé ou autre. Évidemment, c'est des raccords qui sont limités par les pressions de travail, puisqu'on perce le raccord d'un bout à l'autre. Le raccord n'est pas appuyé au fond le tube, n'est pas appuyé au fond du raccord. Alors, on est limité dans sa pression de travail, mais c'est des choses qui existent, qui sont même standards là, dans certaines dimensions. Toujours dans les raccords de spécialité, les raccords diélectriques. Un raccord diélectrique, c'est simplement une barrure là, pour couper la conductivité entre l'acier inoxydable. Les deux pièces en acier inoxydable, on a mis un isolant, un thermoplastique. Moi, je me rappelle qu'on utilisait ça beaucoup dans le temps sur le tokamak à Varennes, où on faisait beaucoup d'expériences, puis il y avait beaucoup de lectures électroniques qui étaient faites. Et pour couper la conductivité, on installait un peu partout ce genre de raccord à tube-là. Les compagnies de gaz aussi vont l'installer sur des équipements de lecture ou ce qu'il y a du statique pour couper, pas fausser les lectures puis pour pas endommager les équipements. Un autre raccord de spécialité, si c'est un tube qu'on a recouvert de PVC pour protéger de la corrosion, souvent on est dans un environnement corrosif et on protège le tube de cette façon-là en l'achetant avec un recouvrement de PVC. Et à l'intérieur du raccord à compression, évidemment, il faut éplucher, il faut retirer cette gaine de protection-là, mais on veut rester aussi étanche par rapport à l'environnement. Alors, on met des élastomères ici,
C'est un écrou différent, si on veut, là, qui vient faire l'étanchéité de l'environnement par rapport au tube, à l'extérieur du tube ici, qui a été dénudé de son PVC. D'autres types de raccords de conversion, je devrais dire, pour partir d'un raccord à compression à un raccord sanitaire, c'est possible, ça existe. Au lieu de passer par une soudure ou de passer par une connexion MPT filetée, on peut avoir directement raccord à compression à raccord sanitaire. Même chose ici, cette fois-ci, c'est juste qui est métrique. Moi, je le reconnais à l'œil parce qu'il y a un machinage sur l'écrou, mais on va dans une bride ANSI ou autre. Parfois, c'est la connexion de tube carrément qui est machinée à même la bride. C'est encore une autre adaptation, si je peux dire, là, des raccords. On arrive au résumé. Je vous ai peut-être aidé, je vous ai peut-être mêlé. J'espère au moins que je vous ai sensibilisé sur les différents types de raccords, jusqu'où on peut aller, MPT versus compression, versus raccord sous vide, où doit-on considérer la température, etc., ou la façon qu'on doit le remonter, le nombre de fois qu'on doit le remonter. C'était mon but. Je ne serai peut-être pas tous des spécialistes demain matin, mais au moins vous savez qu'il y a des différences entre les différents systèmes. Ce tableau-là résume bien. Je ne veux pas les passer une par une, mais peut-être attirer votre attention sur le fileté, sur ce que je parle depuis tantôt, là, des raccords MPT ou d'autres types de raccords filetés, toniques ou d'étanchéité sphérique. Bien, ça peut être utilisé à peu près, excusez-moi, bon, je cherche la souris, ça peut être utilisé à peu près sur tout, mais pas très bon dans tout. OK? C'est un plus qu'on a mis un peu partout, sauf les systèmes haute pureté. Alors, vous avez tout compris pourquoi. Le raccord à compression, lui, ben, il se débrouille très bien dans plusieurs applications. C'est ça qu'on va ressortir finalement. Le raccord VCR, là, qui est le raccord avec un gasket, avec 2 de lin électropoli, lui aussi s'en tire bien. Écoutez, on aurait pu rajouter une colonne puis marquer prix. Et là, on se serait rendu compte peut-être que le raccord VCR, c'est lui le plus cher. OK? Et, bon, mais c'est un peu sa faiblesse. On peut appeler ça une faiblesse. Il y a une autre colonne qu'on aurait pu ajouter puis marquer aussi versatilité. Le nombre de configurations standards est disponible. Nous aussi, ça serait intéressant de voir ce que chacun des sortes de raccords peuvent apporter. Le raccord Ultrator, ben, on le retrouve très bon, je devrais dire, à 2 endroits bien précis. C'est sur la rapidité de démontage, parce qu'on travaille avec nos doigts et on le défait rapidement. Puis, il est bon sur le vacuum. Ça, c'était celui avec l'élastomère qui faisait son étanchéité sur la paroi extérieure, qui peut être utilisé sur le métal et le tube de verre. Bon, souder, c'est très bon, mais c'est pas facile à défaire. Puis, parfois, c'est très difficile de souder dans un environnement comme dans une raffinerie où il y a des vapeurs d'essence et tous ces trucs-là. Et les autres raccords, ben, c'est surtout des raccords de spécialité là, sur les pressions très élevées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seraient pas bons dans le vide, ça veut dire qu'ils sont surdimensionnés. On n'a pas besoin de ce type de raccord-là sur le vide. On peut en prendre d'autres qui sont plus faciles à faire. Je crois que ça met un thème. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez accordé à ce webinaire. Si vous avez des questions, moi ou Jean-Michel, on serait bien heureux d'y répondre, en espérant que je vous ai éclairé un petit peu sur les types de raccords. Merci. Merci beaucoup, Jean. Je regarde le chat, il n'y en a pas de questions pour l'instant. Laissez quelques instants aux gens pour les écrire. Merci beaucoup. Les messages qu'on reçoit, des messages de remerciement. J'ai mis ma caméra pour vous voir. Donc,
merci beaucoup d'avoir participé. On n'a pas de questions. J'ai une question. Dans le fond, la question, Jean, qu'est-ce qu'on a? C'est quand est-ce qu'on a besoin d'un outil pour venir swager, donc pour venir faire une connexion compression qu'on peut extrapoler, là, si on peut suivre la question. Tu veux que je réponde, Jean-Michel? Ou... Oui, vas-y. OK. Je présume que c'est pour un raccord à compression, là. Oui, c'est ça. Il existe deux outils. Théoriquement, pour faire un raccordement de raccord à compression, on n'a pas besoin d'outils spécial, à moins que vous travaillez dans les dimensions d'1 pouce et quart, 1 pouce et demi, 2 pouces. Et parfois, sur le raccord de dimension 1 pouce, c'est fortement suggéré. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on travaille avec un raccord à tube, ça demande un certain couple pour serrer le raccord. Jusqu'à 1 pouce, ça peut aller avec les clés appropriées. Quand vous arrivez dans les dimensions de 2 pouces, ça vous prendrait une clé de peut-être 3 pieds. Là. Vous en avez juste un à faire, c'est possible, mais si vous en avez une cinquantaine, même si vous en avez 4-5, il existe une unité hydraulique qu'on a, qui sont toujours disponibles à Montréal, chez nous, qui peuvent être achetés, qui peuvent être loués. Soyez sans crainte, les gens n'achètent pas ça à moins qu'ils en fassent régulièrement. Les gens vont tout simplement louer l'équipement et on va se faire un plaisir de se déplacer, aller vous voir, vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez forcer moins à travailler avec ces outils-là que vous travailleriez avec un raccord d'un cadre. Maintenant, il y a un autre outil, je ne sais pas si c'est ce que vous faisiez mention, là, je parlais des raccords pour faire le serrage. Il existe un autre outil qui s'appelle un calibre d'espacement ou un no-go gauge. Ce n'est pas un outil qui est nécessaire pour faire l'installation d'un raccord à tube, mais c'est un outil pour s'assurer que le montage a été bien fait. Alors, c'est optionnel, mais c'est fortement recommandé. L'outil va vous indiquer clairement là, que le raccord a été suffisamment fait. Là, je ne sais pas si ça répond bien à la question ou si vous parliez peut-être de raccords spéciaux comme le IPT ou les raccords medium pressure. Là, oui, ça prend des outils spécifiques là, pour faire les raccords à haute pression, là, sauf le raccord FK qui ressemblait au raccord switch-lock. Mais les autres, là, ils demandent de l'outillage. As-tu quelque chose à ajouter, Jean-Michel? Oui, ben, j'ai un autre. Non, ben, c'est bon. Dans le fond, il existe aussi là, des outils là, de pré-sortissage qui sont intéressants, mais ce n'est pas obligatoire à utiliser. On a une autre bonne question ici. Pour les raccords à compression sur tube, est-ce que vous voyez des limitations? Et si oui, est-ce que c'est documenté sur le cyclage en température? Devrions-nous resserrer des bagues ou autres manipulations entre les cyclages? En fait, ben, je peux peut-être la prendre, celle-là, Jean, si tu veux. Ben oui, vas-y. Ouais. Dans les raccords compression, oui, sont capables de prendre des variations ou des cyclages de température sans avoir à les monter, remonter. C'est sûr que comme toute chose mécanique, ça a quand même ses limites. Si je ne m'abuse, je crois qu'il existe des PTR. Jean en a parlé un petit peu plus tôt, donc des Product Test Report par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre nom, puis je vais communiquer avec vous, là, faire parvenir là, quelques documents qui sont disponibles au niveau public. Ils ne sont pas toujours faciles à trouver, mais c'est des choses qui sont disponibles d'un côté. Donc, ce n'est pas des choses cachées. Mais en théorie, là, les raccords compression sont capables de prendre une bonne quantité là, de variation de température. Parfait, excellent. Je peux peut-être rajouter un petit détail, là, un complément d'information par rapport au volet vacuum. Donc, il y avait le tableau qu'on a présenté. Un petit peu là en complément d'information avec ce que Jean a dit. C'est sûr que peut-être si tu peux reculer quelques diapositives. Je pense. Celle-là ici, parfait, merci Jean. Donc, en fait, pour les connexions qui sont manufacturées par SwageLock, donc en tant que manufacturier, SwageLock a mesuré des taux de fuite pour ces connexions-là à un niveau de vacuum précis. Okay? Donc,
comme on a 1 à la 10 à la moins 5 torts. Donc, c'était un niveau de vacuum que Swageluk a été cherché durant son test. Et le taux de fuite mesuré, c'est la valeur que vous voyez là. Pour le VCR, bon, dépendant du gasket qui est utilisé, les performances vont être meilleures avec un gasket qui va être en stainless qui est non plaqué. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le niveau de vacuum qui est ici à la moins 5 peut être possiblement dépassé en performance. Par contre, on n'a pas d'informations par rapport à la performance du raccord. Pour qu'est-ce qui est des raccords, c'est que bon, KF, ISO, CF, tout ça, en fait, ça, c'est des niveaux de vacuum qui sont plus disponibles d'un côté général de l'industrie. Donc, Swageluk n'a pas mesuré le taux de performance de ces raccords-là, mais dans l'industrie, c'est les niveaux de vacuum qu'on va chercher. Donc, c'est peut-être une petite nuance qu'il y avait dans ce tableau-là. Donc, si vous avez une application, vous êtes à la moins 6, puis vous utilisez un raccord VCR, ça peut sûrement très bien fonctionner. Okay? Par contre, la réaction de la connexion, on n'a pas d'historique par rapport à ça ou on ne peut pas vous aligner là, sur un chiffre de fuite par rapport à ça. Merci Jean-Michel pour ces précisions. Je pense qu'on arrive au bout de la séance. On a dépassé une petite minute déjà. Je ne vois pas d'autres questions arriver.